Bonjour à tous, je suis le docteur Jean-François Chambon, je suis le directeur de la communication de Pasteur et on est vraiment ravis de vous avoir en ligne pour ce point presse. Alors, avant de rentrer sur le fond du sujet, juste quelques points techniques. C'est une première pour nous d'organiser un point presse sur Teams. Apparemment, les connexions et le son fonctionnent bien, donc c'est déjà l'essentiel. On va avoir les images. Après, on a organisé un chat. Vous avez la possibilité de poser des questions et on organisera aussi un temps de questions-réponses à la fin. Bon, ce sera peut-être un petit peu informel, mais voilà, c'est une première pour nous. Juste pour que tout le monde soit bien informé, nous sommes toute une équipe côté Pasteur. Je vais animer ce point presse avec deux intervenants, Simon Cochemez et Arnaud Fontanet, que je présenterai très rapidement, mais vous avez vu leur référence dans le mail d'invitation. Pour votre information, vous devez être une quinzaine de journalistes connectés. Je donne la liste APM, 20 minutes, France Info, JDD, La Croix, L'Express, Les Échos, l'Humanité, Le Figaro, Le Point, Le Quotidien du Médecin, Ouest France et Science et Vie. Avant de donner la parole à Simon Cochemez pour qu'il présente en quelques minutes les principaux résultats de l'étude qui fait l'objet de ce point presse, je voulais juste situer celui-ci par rapport à la mobilisation de l'Institut Pasteur. Ça fait partie de nos missions et notre mission principale dans le cadre de notre plan stratégique de répondre aux épidémies émergentes. Il se trouve qu'on a été particulièrement sollicité dans cette circonstance aussi parce qu'on héberge à Pasteur le Centre national de référence pour la région France-Nord des virus respiratoires, ce qui fait que les équipes du CNR ont été sollicitées dès le tout début janvier et a fortiori mi-janvier pour confirmer ou infirmer les premières suspicions de cas. Ceci a conduit à un ensemble de travaux qu'on a menés en janvier et un précédent point presse qu'on a organisé le 31 janvier, avec notamment la communication de ces premiers diagnostics, du séquençage et de l'isolement des souches qui circulaient en France. Bon, depuis, comme vous le savez, on a été très présent dans les médias, très sollicité pour notre expertise. Nous avons décidé d'organiser ce deuxième point presse depuis le début de l'épidémie parce qu'on arrive à une deuxième phase en termes de résultats scientifiques. Et cette deuxième phase porte notamment sur les études épidémiologiques et les études de modélisation, études qui n'ont pu être faites en France qu'à partir du moment où l'épidémie s'est développée et donc qui ont plutôt démarré entre la fin janvier au mieux et plutôt en février. Et donc on arrive maintenant à la période où on commence à avoir des résultats, et notamment des résultats de ces travaux de modélisation qui ont été initiés par l'unité de modélisation que dirige Simon Cochemez au sein de l'Institut Pasteur. Et bien entendu, des travaux comme ceux-là se font forcément en partenariat avec différentes institutions, et notamment avec la Direction générale de la santé et l'INSERM, sans lesquelles on n'aurait pas pu avoir accès aux données qui ont permis ces modélisations. Je termine mon introduction là. Je vais donner la parole donc à Simon Cochemez, qui est directeur de recherche à l'Institut Pasteur et qui dirige donc l'unité de modélisation mathématique des maladies infectieuses. Et ensuite interviendra le professeur Arnaud Fontanet, professeur à l'Institut Pasteur, professeur au CNAM, et qui dirige le département santé globale de l'Institut Pasteur. Merci beaucoup. Simon, c'est à toi. Bonjour. Ok, donc je vais vous faire un petit résumé de cette étude. Donc, comme vous savez, une des difficultés vraiment qu'on a pour être capable de bien interpréter cette épidémie, c'est que on ne voit que la partie émergée de l'iceberg, d'accord? Donc, on voit les formes les plus graves, les personnes qui sont hospitalisées, qui décèdent, mais en revanche, on sait également qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent être infectées et n'avoir que des symptômes légers ou pas de symptômes et qui vont typiquement passer à côté de nos systèmes de surveillance. Et ça fait que quand on voit 100 morts en France, eh ben, on peut avoir en fait du mal à extrapoler sur ce que ça peut signifier en termes de nombre d'infections en France. Et donc, on a en effet dans cette étude développé des analyses de modélisation pour être capable de reconstruire
le nombre d'infections auxquelles on s'attend pour la France. Alors en fait, l'idée de ces modélisations, elle est assez simple, hein, c'est-à-dire que c'est de se dire que si on observe 100 morts, donc on a cette information, et puis que d'autre part, on sait que lorsqu'on est infecté, on a une probabilité de décéder qui est de 0,5% par exemple, et bien avec ces deux informations, le nombre de morts observées et puis la probabilité de décéder lorsqu'on est infecté, et ben on va être capable, on va avoir des outils pour en fait reconstruire la vraie trajectoire du nombre d'infections en France. Et donc pour mettre en pratique ce type d'idée, on s'est appuyé à la fois sur des données qui décrivent toutes les hospitalisations en France, d'une part, donc ça c'est vraiment les données de la surveillance française, et puis d'autre part, on a réanalysé des données qui nous viennent là d'enquêtes épidémiologiques qui ont été faites dans des croisières, ou donc une grande épidémie dans une croisière comme la croisière de Princess Diamond, où tous les passagers sont testés et puis ensuite ils sont suivis. Les personnes infectées détectées sont suivies. Et on voit la proportion de ces personnes qui vont décéder pour les différentes tranches d'âge. Et donc c'est en intégrant donc ces deux types de donc c'est en intégrant ces deux types de données vraiment qu'on a été capable de faire ces analyses. Et donc si on regarde maintenant les résultats, on trouve que on estime qu'en moyenne, au 11 mai, il y aura sans doute aux environs de 6% de la population qui aura été infectée par ce virus, avec des variations régionales qui peuvent être assez importantes. On est plutôt de l'ordre de 12% en Île-de-France et dans le Grand Est, et puis des proportions à l'inverse beaucoup plus faibles dans les zones qui ont été les moins touchées. Donc, 6, que ce soit 6 ou 12%, dans tous les cas, finalement, l'interprétation pour la suite du confinement est la même. Donc, comme vous le savez, comme c'est un virus très transmissible, pour qu'on puisse lever toutes les mesures de contrôle et ne pas risquer une seconde vague épidémique, il faudrait qu'on ait un niveau d'immunité dans la population française de l'ordre de 70%. D'accord ? Et là, on en est. Le message principal, c'est qu'on est très loin de ces 70% et que donc, lorsqu'on sort du confinement, il va falloir maintenir des mesures pour réduire autant que possible la transmission, et qu'on ne pourra pas compter uniquement sur ce concept d'immunité collective. Donc ça, c'est le premier résultat important de l'étude. Et le deuxième résultat, c'est plus vraiment sur l'impact du confinement sur la transmission de ce virus. On peut dire aujourd'hui que le confinement a eu un impact très important sur cette transmission, vu qu'il a permis de réduire le taux de transmission de ce virus de 84%. Donc, donc vous savez, la transmission, ça se mesure avec ce qu'on appelle le nombre de reproductions. C'est le nombre moyen de personnes que vous allez infecter si vous êtes infecté. Et donc, avant le confinement, on pensait qu'une personne infectée allait transmettre en moyenne à un peu plus de 3 personnes, 3,3 personnes. Et grâce au confinement, ce nombre de reproductions est passé à 0,5. Donc c'est vraiment un impact massif sur la transmission qui explique qu'on est passé de à peu près 700 admissions journalières en réanimation fin mars à aux environs de 200 mi-avril. Et donc les modèles, et c'est un autre intérêt de ces outils, permettent de voir si cette tendance se poursuit ou à quel niveau d'admission en réanimation on sera au 11 mai. Et donc là, on s'attend à être entre 10 et 50 admissions en réanimation par jour. Bien entendu, dès lors qu'on essaie de faire des prévisions dans des contextes aussi où tout peut changer très vite, il faut toujours prendre ces prévisions avec beaucoup de recul, et il y a il pourrait se passer beaucoup de choses entre maintenant et le 11 mai qui pourraient venir changer cette tendance. Voilà, et puis je crois que je vais peut-être m'arrêter là. Il y a d'autres résultats, mais on pourra en reparler dans le moment d'échange après. Donc là, c'est Arnaud Fontanet. Je voulais juste compléter les propos de Simon avec juste 2-3 éléments.
ce qui est important, bon, moi je suis épidémiologiste, je monte des enquêtes de terrain et ce qui est important, c'est de regarder aussi quelles informations on peut tirer à partir de ce type d'enquête. Donc, l'outil qui nous paraissait le plus important pour essayer d'estimer la proportion de personnes infectées, c'était les outils sérologiques qui dépistent les anticorps dans le sang des patients. Et depuis plusieurs semaines à l'Institut Pasteur, on a plusieurs équipes qui cherchent à développer des outils sérologiques qui permettent de faire ces enquêtes de terrain. Et on va être en mesure de communiquer là-dessus dans les jours qui viennent, puisqu'on a pu déployer ces outils pour faire ce type d'enquête. Ce qui est important, c'est de voir si les résultats des travaux de modélisation de l'équipe de Simon convergent vers les résultats qui sont obtenus quand on va dans des populations pour voir si elles ont développé des anticorps qui témoigneraient d'une infection passée. Et c'est là, bon, on est qu'au tout début actuellement, hein, puisque les outils sérologiques sont disponibles depuis peu de temps, mais sur un calendrier des 2 mois qui viennent, il va y avoir toute une série d'enquêtes qui seront faites en France dans différents types de populations et qui permettront de regarder comment se comparent les travaux de modélisation qui, comme Simon l'indiquait, ont une part d'incertitude, avec des enquêtes de terrain qui, elles, ont d'autres problèmes, hein, qui peuvent être des difficultés d'échantillonnage avec un certain nombre de biais possibles. Mais dans une approche scientifique, ce qui est très important, c'est cette convergence d'outils différents qui permet à la fin de voir si on est proche de la réalité ou non. Et je pense que pour nous, ce sera l'enjeu des 2 prochains mois d'arriver à confirmer par ces enquêtes de terrain les résultats des modèles de Simon, qui eux aussi sont évolutifs puisqu'on est sur une situation épidémique dont l'évolution peut changer au jour le jour.